Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vois-tu, je n'ai pas vécu mon corps. Je l'ai toujours subi. Je l'ai toujours eu sur les bras comme un fardeau. À ce siècle de l'arithmétisation du corps, quand je fais le rapport prix de revient, prix de vente du mien, j'ai un corps déficitaire, un corps de merde. Chaque matin, je pense à le fuir, le laisser putréfier. Je m'entasse dans la tête, laissant le tronc et les membres sans vie, attendant le meilleur moment de m'évanouir sans qu'aucun cri bizarre ne vienne avertir mon trépas. Mais il y a toujours la rumeur de ma mère. J'ai cette lâcheté de penser à elle à chaque fois que je vais toucher le fond. Ce besoin de m'accrocher à quelque chose, à un principe. Je pense surtout à ce roman que je me suis promis d'écrire pour elle. En fait, le projet est de laisser mon corps et me glisser entre des pages. Ma vie ne peut être intéressante que dans un livre. Au lieu de me présenter à ses amis, moi, cet échec évident, ma mère n'aurait qu'à les référer à ce roman. Lis ce livre, c'est mon fils. Le problème, c'est que j'ignore combien de temps durera ce projet d'écriture. Je ne supporte plus l'idée d'habiter ce corps. Il est usé, mal soigné, malade, sexuellement nul et le pire, il doit être activement recherché par la police en ce moment. Je l'ai commencé 1000 fois déjà, mon roman. Commencer un roman, c'est facile. C'est comme lancer un cri. J'ai des milliers de cris en moi. J'en lance un et un roman commence. Mais comment promener ce cri sans perdre haleine? Le faire monter tel un feu d'artifice. Et enfin, accompagner chacune de ces étincelles jusqu'à leur douce chute sur la nuit. Je perds toujours le contrôle de mes cris. Ils veulent tous sortir en même temps. C'est un roman que j'écris pour ma mère, vois-tu? Certaines interférences de cris peuvent être vraiment désagréables. J'avoue que je l'aurais peut-être longtemps terminé. Je l'avais trop souvent jugé indigne de la pudeur que je dois à ma mère. Une fois, je le trouvais même incestueux et je l'ai brûlé. Voilà une chose impossible. Écrire un roman pour sa mère. On ne peut l'écrire que contre elle. Il fallait venir un soir, j'embellis mon désir. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir l'auteur de ce roman, duquel je viens de vous lire un extrait. Il fallait venir un soir, roman qui a eu la mention spéciale du prix des Champs en 2015. J'embellis mon désir, bonjour, bienvenue à Délivrez-vous. Bonjour D'Angelo et bonjour aux téléspectateurs de Radio-Télé Caraïbe. J'embellis mon désir, te voici donc romancier. C'est ton premier roman. Et je voudrais bien qu'on démarre cette conversation en te demandant tout bêtement et tout naïvement, qu'est-ce qu'un roman, j'embellis mon désir? Eh bien, un roman, c'est un texte qu'on a décidé d'être un roman. Et il y a une machine qui décide de ça. Et moi, en ce qui me concerne, je suis un artisan de l'émotion. Je travaille les mots, je travaille les phrases afin qu'ils communiquent une émotion qui m'a été, qui m'a rattrapé au cours de la rue, dans ma vie, etc. Et c'est ça mon travail. Mais il se trouve que ce jeu prend des fois la forme d'un théâtre, d'une pièce de théâtre. Ce jeu peut prendre la forme de quelque chose qu'on décide d'être de la poésie. Ce jeu peut prendre la forme de quelque chose qu'on décide d'être un roman.
et pour Il fallait venir un soir, c'est un roman. C'est donc un jeu, mais un jeu que je qualifie de roman dangereux, Billy. Je voudrais bien que tu démentisses ce propos. Je n'ai pas à démentir les propos tenus sur mon livre. Je me le suis promis ça, parce que c'est exactement ce qu'on reproche aux dictateurs. Moi, je n'interviens pas dans la vie du lecteur, et je pense qu'il n'y a pas seulement l'auteur à vouloir dire quelque chose par ce qu'il écrit, le lecteur aussi peut bien dire quelque chose par ce qu'il lit, et c'est exactement ce que tu viens de faire. Tu viens de dire par ta lecture que c'est un roman dangereux. Alors, je voudrais rapidement dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Délivrez-vous pourquoi donc je qualifie ce roman de dangereux. C'est quand même un roman qui met en espace l'impuissance masculine, qui est un sujet tabou, on ne veut pas en parler, on souhaite toujours dissimuler ses impossibilités physiques. Mais ce roman, avec son personnage principal, qui a 46 ans, il dit « Je suis incapable de faire l'amour parce que je suis impuissant ». Oui. Bon, en fait, pas incapable de faire l'amour. Il peut bien faire l'amour, justement. Et il y a dans ce roman aussi un combat du personnage pour faire accepter une façon, sa façon à lui, en fait, la façon qu'il peut satisfaire ses désirs. C'est faire passer l'impuissance pour une marque de séduction. Ce serait ça le jeu. Un peu, mais pas surtout. Et, en fait, le personnage, il se dit, mais il y a beaucoup de possibilités. La sexualité offre tellement de possibilités. Et voilà que toute la sexualité se trouve réduite dans un petit organe minable qu'on appelle pénis. Et nous subissons quotidiennement la dictature du pénis. Et voilà que le personnage ne fait que ça, ne fait que subir cette dictature-là, et il se démène à se débarrasser de la dictature du pénis, à chercher d'autres formes d'expression sexuelle, d'autres formes de satisfaction pour son désir. Mais il y a l'imposition d'un pénis qui fonctionne comme seul moyen de plaisir sexuel. Mais dans le déploiement de ce personnage, Billy, on sent qu'il vit quand même mal cette impuissance, dans la mesure où les filles qu'il va côtoyer, les filles ne lui font pas toujours un bon feedback, si on peut mobiliser cet anglicisme. Exactement, mais là, il se trouve en face de mur, et c'est contre ce mur qu'il livre son combat. Et il boit aussi, ce personnage. Il va dans un bar qui s'appelle Distraction. J'ai même noté un petit extrait. Alors, 16 heures, je laisse mon travail. Un peu à gauche, en face du bâtiment, se trouve la rue Camus. Je la descends jusqu'à l'avenue Magloire-Ambroise. Je ne sais pas où exactement, mais le célèbre écrivain Daniel Laferrière habitait cette rue. Destination, Distraction. Ce bar où se croisent, dans un mélange d'amitié et d'hypocrisie, tous les ratés de la littérature à Port-au-Prince. Ici, nous écrivons tous un livre qui n'est jamais sorti. Sont-ils des ratés, ces personnages qui sont dans ce bar, s'ils travaillent quand même sur des projets d'écriture? Mais là, il ne faut pas prendre dans ce piège. Ce roman, c'est un roman qui s'invite de temps en temps dans le décor, qui rentre dans le décor. Et l'histoire se passe dans mon environnement immédiat. Vous allez voir, les lecteurs vont voir des rues qu'ils connaissent. Moi, j'ai reconnu Distraction, c'est un bar que je connais, Distraction. Et ils vont voir des lieux qu'ils connaissent. Mais en fait, c'est une œuvre de fiction qui ne dit pas une vérité sur Distraction, ni sur les gens qui fréquentent Distraction. Je pense qu'il ne faut pas tomber, qu'il faut éviter ce piège. Mais est-ce que les œuvres de fiction ont un quelconque rapport avec cette chose qui s'appelle la vérité? Ou si tu veux, est-ce que les œuvres de fiction font émerger des régimes de véridicité? La vérité, je ne dirais pas. La vérité a une dimension historique, un fait. Il y a un fait et ce fait, c'est vrai.
Mais ça a un rapport au réel. Ça se passe dans la vie. La fiction se passe dans la vie et les auteurs n'ont pas beaucoup plus d'imagination que la vie. La vie est bourrée d'imagination. Et c'est pourquoi je ne trouvais pas nécessaire d'aller inventer un bar pendant que dans mon environnement immédiat, il y en a un. Donc, j'ai laissé couler mon histoire dans les rues que je fréquente, dans les lieux que je fréquente et dans les bars que je fréquente. Est-ce qu'il fallait venir un soir est une œuvre de fiction qui a essayé de dénaturer ton réel immédiat? Ou bien est-ce que cette œuvre de fiction a emboîté ton réel immédiat? Oui, je me demande si ce n'est pas inévitable que l'œuvre de fiction dénature le réel. Ce n'est pas un reportage dans la ville de Port-au-Prince. Non, c'est une histoire que j'ai imaginée et je me suis dit, comme on peut récupérer une pièce pour en faire une œuvre d'art, pourquoi ne pas laisser couler cette histoire dans un lieu physique connu, dans un lieu physique existant. Et c'était ça la démarche. Billy, ton roman est dangereux, je l'avais dit au départ. Dans ce roman, tu dis que tu détestes les couples, qu'un couple n'est jamais vrai. Ce n'est pas une opinion, c'est un personnage. Et là, il faut rentrer, il faut aller dans la personnalité du personnage. Parce que les personnages, tu sais, les personnages ont leur fonctionnement autonome aussi. Et ça, c'est un personnage qui a un regard dur sur son environnement parce que son environnement est dur aussi avec lui. Et c'est un personnage qui n'arrive pas à s'approprier les codes qu'on lui impose et qui regarde passer dans son petit coin. Ce n'est pas un personnage qui peut prendre, c'est un personnage qui est condamné à regarder passer. Et c'est ce personnage-là, qui projette ce regard, qui projette cette opinion sur le couple. Et c'est peut-être lui aussi qui peut voir vraiment ce que c'est qu'un couple. Donc, deux personnes qui ont décidé de se cacher derrière des mensonges. Et quels seraient ces mensonges? Eh bien, là encore, est-ce que ce sont des mensonges qu'ils créent, ces gens, ou ce sont des mensonges qu'ils subissent? Et ces mensonges, c'est ce que la société impose, par exemple, la forme déjà du couple, la forme que ça peut prendre. C'est pourquoi faut-il une loi pour dire voilà la forme que peut prendre un couple? Or, c'est des gens qui, au cours de leur vie ordinaire, se rencontrent, s'attirent et décident de se mettre ensemble. Et il y a, par exemple, une loi qui dit voilà comment une famille doit se disposer, voilà comme c'est tout ça. Et on est face à tout ça, on est obligé de se cacher. Est-ce que c'est là que tu vois le mensonge? Dans le sens où les protagonistes du couple auraient peut-être l'idée d'être dans un polyamour, mais la société est organisée de façon telle que le polyamour devient méchanceté envers l'autre, abus de confiance, violation des droits de l'autre. Oui, il y a tout ça, il y a tout le canevas et il n'y a pas seulement le polyamour dans ce canevas. Et c'est toute notre conception de la famille aussi, comment on voit la famille aujourd'hui. Est-ce que la famille aujourd'hui est devenue un mur qui nous enferme, qui empêche aux gens, qui empêche aux individus de s'épanouir? Et il y a tout ça et c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Que la famille soit organisée de cette façon-là ou bien que les individus qui sont dans ces familles-là ne se révoltent pas? Les deux. Et on pourrait avoir une famille plus ouverte, on pourrait avoir une conception plus ouverte de la famille. Et en même temps, pour les gens
selon le désir, il se révolte. Il y a plein de gens qui s'aiment contre les carcans familiales. Il y a plein de gens qui... Mais en fait, la grande majorité n'arrive pas. Et c'est pourquoi il faut aussi qu'on se révolte contre la famille pour un plus grand épanouissement. Pas contre la famille en soi, contre la famille telle qu'elle est organisée. Voilà. Et merci beaucoup, Jean-Billy Mondésir. Nous sommes dans l'obligation de prendre une petite pause et nous revenons tout de suite après. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Les couples me dégoûtent, encore plus quand ils sont à la plage. Leur romance m'exaspère. J'imagine que ça doit être agréable quand deux partenaires arrivent à se satisfaire, quand ils veulent à tout prix traduire leur bonheur par de petits gestes tendres, se jeter l'un dans les bras de l'autre, se mordiller de temps en temps, s'étreindre entre les rires, s'embrasser, mais qu'ils restent dans leur chambre, quoi. J'en ai marre de leur frime. Nous sommes toujours, Jean-Billy Mondésir, dans ton idée du couple ou bien dans l'idée de ton personnage sur le couple. Et j'ai envie de te demander comment toi tu conçois le couple indépendamment de ton personnage qui pense que les couples sont toujours dans la frime quand il y a des manifestations de tendresse en public. Voilà. Mais c'est toujours dommage quand on prend le texte dans un passage parce que tout ça est lié à la vie du personnage. Et quand on entre dans la vie du personnage, on voit que c'est un personnage qui vit à l'ère où on peut parler de libération sexuelle, et libération sexuelle veut dire on peut faire l'amour dans la rue, on peut faire l'amour sur la plage, on peut exprimer son désir ouvertement, etc. Alors que lui, voilà ce qu'il aimerait vivre comme ça, en fait. La façon dont il aimerait vivre sa sexualité, sa façon-là n'est pas projetée. Cette façon-là ce n'est pas la façon proposée par la société où il vit. Et cette société qui parle de libération sexuelle, voilà. Et tous ces vécus-là du personnage entrent dans la formation de ce point de vue. Il est quand même dans une évaluation éthique de l'attitude générale des couples, de cette entité que le corps social appelle couple. Exact. Et est-ce que ce jugement qu'il a sur les couples n'est pas symptomatique de son impuissance? Exactement, mais pas seulement son impuissance, parce que je pense que est-ce que ce n'est pas quelqu'un aussi qui propose une façon de vivre une sexualité et comment il peut exprimer cette façon de vivre cette sexualité. Et c'est peut-être aussi pourquoi il fait appel au soir. Il a besoin de ce moment-là, pour tamiser tout son jugement sur les êtres. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Tout ça est lié à la vie du personnage et il faut entrer dans la vie du personnage pour comprendre cette opinion. Et ce personnage qui s'appelle Montaud a des points de vue sur tout un peu. Il dit la danse, c'est la plus douce des infidélités. Il n'est pas dans un jugement moral sur l'infidélité, mais j'ai envie de te demander, tu sais, un peu pour te taquiner, peut-on parler d'infidélité quand celui qui va vers une autre personne, il va pour être heureux?
Est-ce que l'autre ne devait pas être heureux que celui qu'il aime aille voir une autre personne qui puisse lui apporter du bonheur? Oui, mais je pense qu'on est fondamentalement infidèle par rapport à ce qu'on s'était dit au départ. C'était quoi le projet? Et je pense que c'est par rapport à ça qu'on est fidèle ou infidèle. Et il y a une loi qui instaure l'infidélité, qui est d'inspiration religieuse, mais cette loi dit aussi, voilà, comment le couple doit s'organiser. Et quand on se met en couple, et c'est ce qu'il faut, et c'est là le débat, quand on se met en couple, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se met en couple par rapport à cette loi qui proscrit l'infidélité, ou est-ce qu'on crée ces codes, est-ce qu'on crée son règlement pour entrer en couple? Donc, je pense que les couples ont à s'entendre sur leur manière de vivre leur relation. Et ce n'est pas l'un des membres du couple qui décidera. Et quand c'est l'un du couple qui décidera, et il décide contre quelque chose qui a été établi, quelque chose qui a été entendu entre eux, donc il est infidèle. Est-ce que l'infidélité n'est pas naturelle, Billy? Est-ce que le drame des couples depuis toujours, depuis des millénaires, n'a pas toujours été la fidélité? Je peux pas dire l'infidélité bon, je sais pas. C'est par rapport, on parle d'infidélité déjà, c'est par rapport au droit, c'est par rapport à l'intervention humaine. Et je ne veux pas mélanger, je veux pas. Mais dire que c'est... N'est-il pas du domaine humain de faire l'amour au pluriel? Mais est-ce que, bien justement, c'est pourquoi j'ai pris soin de clarifier un peu ce que j'entendrais par fidélité ou infidélité. C'est pas faire l'amour à plusieurs qui fait qu'on est fidèle ou infidèle. C'est faire l'amour, c'est quand l'un des éléments du couple, l'un des partenaires, décide de faire l'amour à plusieurs, alors que c'était entendu entre eux qu'il ne fallait pas faire voilà, l'amour au pluriel. Mais moi, il y a des couples célèbres. Sartre Beauvoir, il faisait l'amour à plusieurs, mais je ne crois pas que ça posait comme acte d'infidélité. Oui, il était entendu entre eux qu'on allait vivre dans le polyamour le plus total, le plus entier. Voilà. Et il y a des codes. Il y a un Sartre qui... C'était entendu que entre Sartre et Beauvoir, c'est l'amour nécessaire, et les amours à côté, c'était les amours contingentes. Ouais. Et on connaît l'histoire de Simone de Beauvoir et Nelson Algren. Et quand Nelson Algren voulait prendre à lui seul et à Simone de Beauvoir de dire, mais attention, toi, tu fais partie des amours contingentes. L'amour nécessaire. C'est Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas de l'infidélité. Il reste fidèle à ce qui était dit. Donc, au lieu de dire, dans le cadre de cette même libération sexuelle, de dire « Ah oui, moi, j'ai le droit d'aller voir ailleurs », mais il faut s'entendre avec l'autre. Ce n'est pas le garçon ou la femme qui décidera de son côté de le faire. Il faut qu'il y ait une entente entre les protagonistes du couple. S'il y a entente, il n'y a pas toujours, des fois ça vient comme ça, mais s'il y a entente, il faut s'assurer que c'est dans l'entente. Billy, dans ton roman, Il fallait venir un soir, le personnage est dans un rapport fusionnel avec sa maman. C'est bien qu'il ait mentionné le livre de ma mère d'Albert Cohen, et c'est bien qu'il montre un peu que tout ce projet d'écriture, c'est quand même un cri pour sa maman. Il a toujours voulu exister dans les yeux de sa maman. Il dit à un moment qu'il est dans l'obligation d'accomplir les rêves de sa maman. Est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup de jeunes gens maintenant en Haïti qui sont dans cette vie qui ne leur revient pas à eux, mais une vie qu'ils portent pour leurs parents,
Ils souhaitent absolument satisfaire leurs parents. Oui, mais pas seulement pour leurs parents et pour la société en général. Et les parents sont dépositaires d'un pouvoir qui leur a été conféré par Dieu ou par l'État, etc. Mais il y a tout un ensemble de propositions, mais qui ne sont pas vraiment des propositions. Ce sont des choses qu'on nous impose. Et ce n'est pas une organisation sociale qui nous donne la possibilité d'être nous-mêmes, de construire nous-mêmes. Et de développer notre plein potentiel. Et voilà, donc on est toujours dans une lorgnette. Qu'est-ce qu'on attend, on attend des choses de nous. Voilà. Et Billy, est-ce que toi, tu étais aussi dans ta propre vie, dans ce rapport fusionnel avec ta maman à toi? Bon. Tout comme ton personnage. Oui, moi, la figure maternelle, c'est la seule figure parentale que j'ai connue. Mon père, il est mort, je n'étais pas né, je suis son garçon posthume. Et il y a eu surtout la maman. Moi, c'est la maman que j'ai connue. Et nous étions deux à la famille. Mon frère, il a connu, en tout cas, le visage de mon papa, parce que lui, il est né avant moi. Et moi, je ne l'ai pas connu. Donc, je n'ai connu que ma maman. Et du coup, dans mon processus de création, je joue avec beaucoup de matières premières qui peut être une partie de ma vie, une partie de la vie des gens que j'ai connus, une partie des livres que j'ai lus. Et c'est avec tout ça, avec tous ces matériaux-là que je travaille, sur ma table de travail, que j'essaie d'agencer. Voilà. Donc c'est inévitable qu'un peu de ma maman soit filtré dans ce roman. Et dans tout ça, Billy, qu'est-ce qu'une maman n'est pas? On a tendance à encenser les mamans, à les placer sur un piédestal. Qu'est-ce qu'une maman n'est pas? Eh bien, malheureusement, je ne vois pas. Je vois pas. Mais il faut aussi lutter contre ça. Et voilà, il y a ce slogan sorti très souvent par les féministes que je déteste, quand on dit ah bon? Femmes et potomintan. Non, ce ne sont pas les féministes que je déteste. Ah, tu détestes le slogan, ce slogan-là. mais pas les féministes. Femmes et potomintan. Mais bien sûr que femmes et potomintan dans la société. Mais c'est pas contre ça le problème. Mais c'est quand on projette ça comme quelque chose à féliciter, comme quelque chose de normal. Bien sûr que femmes c'est potomitan, mais nous devons lutter contre ça. Et femmes c'est potomitan. Lutter contre quoi? Contre ce fait. Contre le fait que les femmes soient des potomitans. Oui, voilà. Et je pense qu'il faut lutter contre ça. Pourquoi? Parce que pourquoi on dit les femmes c'est potomitan en société? Et c'est justement parce que quand on parle de ça, on fait référence aux travaux ménagers. Dans le référent haïtien, quand on dit femmes c'est potomitan, on voit les travaux ménagers, on voit quand il n'y a pas une femme dans une maison, le lit n'est pas fait, la vaisselle n'est pas faite, la maison n'est pas propre. C'est ce qu'on voit. On voit que c'est la femme qui est à gauche et à droite avec les enfants qui se chargent de tout. Et c'est ainsi qu'il est le potomitan du foyer. Mais définitivement, il faut dire que femmes c'est potomitan société a certes, mais qu'on y a là, société a pesé trop lourd sous dit. Il faut qu'on deuxième potomitan. Et c'est parce que femmes c'est potomitan qui fait le pas de temps pour aller à l'école, il pas de temps pour lire, il pas de temps pour aller au travail, construire tête lit. Etc. Donc, je pense qu'au lieu de sortir ça comme un slogan « Femmes et potomitan en société », il faut lutter contre ça et exiger que la société ait un autre pilier. Mais est-ce qu'on ne peut pas
et reconfigurer le paradigme femme c'est potomitan et dire la femme potomitan sera maintenant la femme instruite, la femme cultivée, la femme avertie. Si on reconfigure. Oui, mais là, il ne faut pas jouer avec la perception. Et quand on dit femme c'est potomitan, la perception, c'est ça. La perception, c'est une maison. C'est vrai que c'est une femme au foyer. C'est une femme au foyer, etc. Mais maintenant, dans toute reconfiguration, il faut considérer deux piliers. Il faut considérer deux piliers. Il faut deux piliers dans les décisions politiques, il faut deux piliers dans les décisions économiques, deux piliers dans les décisions familiales. Billy, est-ce que tu as des souvenirs concrets de toi écrivant Il fallait venir un soir? Te vois-tu écrire ce roman? Je dirais a priori non, mais pendant que tu me poses la question, je me vois reprendre le parcours de mon adresse à Paco, descendre à Distraction et essayer de capter les émotions au cours de ce parcours. Et je me vois aussi à cette petite table de travail. Je ne sais pas. On revient tout de suite, Billy, après cette petite pause. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Nous avons avec nous dans nos studios ici à RTVC Jean-Billy Mondésir qui a eu la mention spéciale du prix des chants pour Il fallait venir un soir. Lequel roman dans lequel tu dis, Billy, que la mode industrialise le beau et c'est dégoûtant. Qu'est-ce que le beau si la mode existe? Eh bien, le beau, c'est cette résistance de l'émotion qui reste dans les marges et qui attend d'être captée par celui qui a ce goût-là. Et les poètes font ça très bien. Les poètes ont cette capacité, et en tout cas les vrais, ils ont cette capacité de se faufiler entre la mode, entre ce qu'on propulse et capter ce qui a été négligé mais qui avait une charge de beauté. Et il y en a de faux, de poètes, tu as dit les poètes, les vrais, il y en a de faux? En tant que lecteur, oui. Il y a, et ce n'est pas une science, ça. C'est pourquoi je dis en tant que lecteur. Il n'y a pas une science qui détermine les poètes qui sont vrais et de ceux qui sont faux. Mais moi, en tant que lecteur, il y a des poètes qui ne me transportent, qui ne me transmettent pas d'émotion. Voilà. Et j'attends ça de la poésie. La poésie, pour moi, c'est une très bonne conductrice d'émotion. Et quand l'émotion ne m'arrive pas alors que le canal utilisé, c'est de la poésie, je me dis, c'est forcément, ce n'est pas la poésie, c'est forcément celui qui a utilisé cette matière première. Il y a beaucoup de poésie dans Il fallait venir un soir. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée où tu dis « Toute femme qui marche danse dans ma tête ». Est-ce que tu as écrit ce roman dans une énergie poétique? La poésie, c'est un invariant de la création artistique. Je pense que elle est partout, la poésie. C'est une matière première. Je ne sais pas pourquoi on a souvent peur de le dire. C'est une matière première. Qui donne quoi? De l'émotion. À chaque fois dans quelle que soit l'œuvre d'art qu'on est en train de construire, que ce soit un tableau, que ce soit une musique, etc., dès qu'on a besoin d'ajouter cette touche-là, cette touche d'émotion, on peut faire appel à la poésie. Voilà. Peux-tu, Billy, nous restituer de mémoire
un passage de poème qui t'a marqué? Ah, Peux-tu faire j'hésite beaucoup entre ce poème qui s'appelle Muraille de Cavafy et Je ne viendrai pas de René Despestre. Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton... Je dis de mémoire, hein, de mémoire. Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures de passion et de tendresse. Des camarades de feu ont convié ma jeunesse. Voilà à l'assaut de la citadelle. Le point G du poème. Des camarades de feu ont convié ma jeunesse à l'assaut des maîtres du monde. Je ne viendrai pas noyer mon chagrin dans le courant de tes cheveux noirs. Une étoile rouge est ma sœur à l'horizon. Je ne viendrai pas mirer mon fol amour dans ton cristal de jeune fille. Quel sens donnerait-on à nos baisers, à nos caresses, à ce soir brûlant de fièvre, si notre amour reste indifférent à l'appel sans écho de la souffrance humaine? J'adore. Voilà. Et à l'époque, René Despestre n'a pas encore 20 ans quand il écrit ça. Ah oui, ça, il faut signaler. Il n'a pas encore Mais 20 ans. c'est aussi, justement, la poésie c'est toujours dans la vie. Et c'est aussi une période où il y avait cette militance, où il y avait cette jeunesse qui croyait à un monde meilleur. Et c'est pourquoi j'aime particulièrement ce vers qui dit « Des camarades de feu ont convié ma jeunesse à l'assaut des maîtres du monde. » Et tu dis aussi dans Il fallait venir un soir que la poésie, c'est une constante du beau dire et du beau faire. Ce n'est pas la propriété privée des poètes. Oui, mais Billy, dès qu'on fait de la poésie, on devient automatiquement poète. Oui, mais il n'y a pas que les poètes qui font de la poésie. La vie quotidienne, elle est pleine de poésie. Moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de danse aussi dans Il fallait venir un soir. Je ne sais pas si tu regardes danser des couples, mais il n'y a pas de meilleur poème que ça, qu'un couple de danseurs quand ils savent danser. Et ça, c'est quelque chose qui échappe. Bon, je pense même la presse écrite aurait dû exploiter ça. Je vois pourquoi un couple qui danse échappe à l'actualité. C'est un fait aussi de l'actualité. Pourquoi je n'ai pas des papiers sur cette poésie-là entre un couple qui danse? Billy, tu as eu la mention spéciale du prix Deschamps pour ce roman. Et tu es né en 1984, tu es né au CAI. C'est ton premier roman, tu as été récompensé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une mention spéciale du prix Deschamps pour ton premier livre? Beaucoup de choses. Premièrement, c'est parce que c'est Deschamps, une entreprise haïtienne. Les récompenses littéraires pendant ces dernières années, c'est toujours une nouvelle que nous attendons de l'extérieur. C'est un prix Médicis qu'on attend, c'est un prix Renaudot qu'on attend, un prix Goncourt qu'on attend et un prix Nobel aussi. Et voilà, donc c'est ça. Et une entreprise haïtienne qui décide de créer un prix, ils l'ont créé et ils l'ont tenu depuis 40 ans. Et moi, c'est la meilleure nouvelle pour moi, c'est ça. C'est le début de ma carrière de romancier et ça a été récompensé par un prix haïtien. Et il y a aussi le fait que ce soit une entreprise parce que je partage ce pessimisme de Jacques Attali. Je pense que les États tels que nous les connaissons aujourd'hui vont disparaître. Ils vont céder la place à l'entreprise. Et l'État sera réduit à une compagnie de sécurité. Et bon, il l'a toujours été, mais il va montrer ce vrai visage. Ce sera une compagnie de sécurité qui est là pour protéger les entreprises. Dans une logique de droite. Voilà. Et c'est la droite dure et pure. Ce sera bientôt ça, l'État.
Espérons que ce ne sera pas le cas, Billy. Bon, je l'espère aussi. Espérons. Je l'espère aussi. Je l'espère aussi parce que finalement, nous n'aurons plus de planète. Ouais. On va à Parc Macaya, on va mettre une chaîne d'hôtels là parce que on ne peut pas laisser dans la nature ces oiseaux endémiques à l'île d'Haïti. On va mettre une chaîne d'hôtels pour que des touristes venant du monde entier puissent vivre. Et puis, on va ratiboiser la forêt amazonienne parce qu'on a besoin d'espace pour faire des villes. Bon, OK. Les financiers sont en train d'assassiner la planète. Tout se joue derrière de grandes machines. Exactement. Et la misère du monde est présente. Et comme on fait des herbicides aussi pour éliminer les plantes indésirables, on va faire, je ne sais pas comment on va l'appeler, un produit, on va jeter ça et tous les éléments humains indésirables vont disparaître aussi. Bon, en tout cas. Espérons qu'on ne va pas tomber dans ce tableau si pessimiste. Donc, oui. Retournons donc à cette mention spéciale du prix des champs. Justement, mais il y a quelque chose. Ce qui m'inquiète, pourquoi j'avais ouvert la parenthèse, ce qui m'inquiète, c'est que l'État, aujourd'hui, le livre ou la culture, l'art en général, est presque absent. Alors que l'entreprise commence à prendre du pied sur l'État et en Haïti aussi, on voit que le livre et l'art aussi est absent dans l'entreprise. Et surtout le livre. On voit pour le carnaval, bien que ce n'est vraiment pas de l'art qu'on encourage, c'est le buis et c'est la population qui fait le déplacement qu'on exploite pour faire passer le logo de l'entreprise. Nous vivons la dictature du logo aujourd'hui et c'est ça. Mais le livre est absent. Et voilà qu'il y a une entreprise qui, depuis 40 ans, non seulement déjà les entreprises, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se créent dans ce secteur. Déjà, c'est une entreprise du secteur. Et qui arrive à durer. Et qui arrive à durer 40 ans. Donc, tout ça ont aiguisé ma fierté d'avoir reçu ce prix. Et la mention spéciale particulièrement, cela veut dire, et pour moi, que c'est un message lancé à la communauté littéraire, leur disant que ici il y a du texte. Il y a un auteur qui, à tout moment, peut vous surprendre. Est-ce que tu peux surprendre nos téléspectatrices et téléspectateurs en lisant un extrait de ton roman? Je ne sais pas si je vais les surprendre, mais je vais lire. On va rester dans le régime de la surprise. Là, comment choisir? Bon, OK, je prends au hasard. Oui, vas-y au hasard. Lis un passage pour les jeunes qui regardent maintenant. Délivrez-vous. Et là, je tombe sur ça. Si tu étais venu un soir, je t'aurais tout raconté. J'ai toujours détesté les aubes. Je suis trop vulnérable à ces heures de première lueur, ces moments neutres où une ivresse cède doucement sa place à une autre. Je déteste leur connivence avec la raison, des heures perfides. Les aubes arrivent toujours avec une certaine lucidité qui débat ses ailes engluées d'alcool. Quand on boit le soir, on ne se prend jamais pour un alcoolique. On peut se prendre pour un boxeur invincible, un écrivain majeur, un grand intellectuel, un millionnaire, un excellent dragueur, un humoriste populaire. On ne se prend jamais pour un paria jusqu'à ce que la nuit te laisse en petit tas sur un trottoir poussiéreux, la tête pataugeant dans la boue de tes vomissures, les chiens errants te léchant les lèvres ou te pissant dans la gueule. Voilà. Bravo Jean-Billy Mondésir, c'est un passage très bien écrit, très fort. C'est l'incipit du roman et je trouve qu'il est fabuleux. Et l'incipit, chers téléspectatrices, téléspectateurs, surtout pour les plus jeunes, c'est le début d'un roman. On appelle ça l'incipit et la fin, c'est l'excipit. Jean-Billy Mondésir, quels sont les écrivains qui ont bercé ta venue à l'écriture? Là, bon, c'est toujours compliqué, hein, c'est toujours compliqué.
Mais ils sont nombreux, ils sont nombreux ces écrivains. Mais là, j'aimerais surtout partager avec les lecteurs des livres avec qui j'ai une histoire peu particulière, en fait une histoire très particulière. Et je pense que ma venue à la littérature en dépend beaucoup. Et là, quels seraient ces livres? Peux-tu nous dire 5 livres, Billy, 5 livres qui ont marqué ta vie, 5 livres du coup que tu recommanderais aux personnes qui regardent de maintenant Délivrez-vous? Ouais. Mais le premier, je ne sais pas si c'est un livre que je recommanderais, mais c'est un livre avec quoi j'ai un rapport. C'est le recueil d'histoires bibliques. Ça, je ne sais pas, les chrétiens ont certainement connu ce livre. C'est un livre jaune qui recueille des histoires bibliques, l'histoire du premier miracle de Jésus, l'histoire des prophètes, des différents prophètes. Mais en quoi ce livre marque mon travail d'écrivain? C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de capital dans l'écriture, c'est la lecture. Et je pense que la lecture commence quelque part. Et j'ai lu un très beau texte, c'est Une histoire de la lecture de Alberto Manguel. Grand écrivain argentin, voilà, ancien membre de l'Académie française. Mais surtout un grand lecteur aussi, ouais. Parce que qui a lu, il a un autre livre d'ailleurs qui s'appelle Journal d'un lecteur. Ouais. Et où il propose des livres qui l'ont marqué. Absolument. Et il y a aussi, c'était un lecteur pour Borges aussi, parce que Borges qui est aveugle et qui recevait des jeunes pour lui lire des livres. Alberto Manguel en faisait partie et il a même écrit un livre qui s'appelle Chez Borges. Bon, on revient. Attends, Billy, on va rapidement revenir sur ta liste. Ton premier livre recommandé, c'est donc la Bible, tout carrément, pour l'écriture et tout. Tu vas nous dire en détail pourquoi la Bible et tu vas ensuite nous dire quels sont les autres livres qui ont marqué ta vie comme lecteur et comme écrivain. Et on observe une petite pause et nous revenons tout de suite après. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Nous avons avec nous Jean-Billy Mondésir. Jean-Billy Mondésir est en train de nous faire la liste des auteurs qui ont marqué sa vie, des auteurs qui l'ont carrément mené vers une carrière d'écrivain. Il nous a signalé le recueil d'histoires bibliques. En quoi la Bible t'a-t-elle marqué? En quoi la Bible a-t-elle déterminé, Billy Mondésir, ta carrière d'écrivain? Oui, ce n'est pas la Bible en soi. Ce n'est pas la Bible en soi. J'étais en train d'expliquer justement, il y a aussi cette autre activité par rapport à l'activité d'écriture qui est très importante, c'est la lecture. Et je citais ce livre d'Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, et où il fait mention de l'importance de la lecture dans la petite enfance. Ces moments passés sur les jambes de son papa ou de sa maman qui lit quelque chose, qui lit un texte pour toi, ces moments-là sont très importants. Et c'est mon cas. Ma maman me faisait de la lecture et ce n'était pas
des poèmes, ce n'était pas des romans, c'était des histoires bibliques recueillies dans un recueil. Et ce livre est jaune, c'est un livre assez volumineux. Bon, c'est dommage, j'aurais dû venir avec, parce que oui. c'est une pièce de collection. Ouais, c'est ce gros livre jaune, et avec l'écriture en rouge, et bien c'est dans ce livre que ma mère nous faisait la lecture à mon frère et moi. Et je pense que ces moments-là sont constructeurs, ce sont des moments importants. Ce ne sont pas les histoires bibliques, ce ne sont pas l'écriture, mais c'est le fait même, dans l'ambiance familiale, chez soi, avec sa maman, on est en train de lire, d'entendre du texte, de lire. Et quel est le deuxième livre qui t'a marqué, Billy, qui a fait de toi la personne que tu es? Et là, ça, c'est toute une histoire. Et c'est justement ce que je disais. Tous les livres que je vais citer là, ce sont des livres avec lesquels j'ai une histoire. Et c'est surtout l'histoire plutôt que les livres eux-mêmes. Et là, nous sommes au CAI, à la Cinale, en 1995. Et à la Cinale, le quartier où j'ai grandi, c'est un quartier très pauvre au CAI. C'est le Cité Soleil au CAI, la Cinale. Et j'allais dans une latrine populaire. Il n'y avait pas de latrine à la maison. En fait, il n'y avait pas encore de latrine à la maison. J'allais dans une latrine populaire. Et dans cette latrine populaire, on s'essuyait avec n'importe quoi. On s'essuyait avec des papiers journaux, on s'essuyait avec des anciens cahiers d'écoliers, etc. On s'essuyait avec le papier qu'on trouvait. Et il y a un fou qui se chargeait d'alimenter cette latrine en papier journaux qu'il ramassait je ne sais d'où, et on lui donnait une petite cotisation pour cela. Et voilà qu'un matin, j'ai été à cette latrine pour faire mes besoins, et à la place de ce lot de papiers de journaux, d'anciens cahiers, etc., il y avait des livres. Et faisant mes besoins, j'ai pris l'un de ces livres et je me suis mis à lire. Et le livre disait, et finalement je l'ai presque de mémoire, bien sûr qu'il va mourir le rebelle. Il n'y aura pas de drapeau, même noir, pas de coup de canon, pas de cérémonial. Ce sera très simple. Quelque chose qui de l'ordre évident ne déplacera rien, mais qui fait que les coraux au fond de la mer, que les oiseaux au fond du ciel et les étoiles au fond des yeux des femmes tressailliront le temps d'une larme ou d'un battement de paupières. Il n'y avait pas de nom d'auteur, il n'y avait pas de titre, parce que certainement ces parties-là ont déjà été enlevées ou utilisées. Voilà. Et j'ai continué ma lecture. Et c'est un très beau texte. Et à un moment, au moment de partir, je me suis dit, Billy, tu ne peux pas t'essuyer avec ça. Et je suis rentré à la maison avec ce livre. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert que c'était « Et les chiens se taisaient » d'Aimé Césaire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est une histoire. Voilà. Donc Billy, je t'arrête là rapidement. Deuxième texte que Billy vous recommande, « Et les chiens se taisaient », Aimé Césaire, important écrivain français, martiniquais, maire de Fort-de-France pendant de longues années et qui est mort il n'y a pas longtemps. Nicolas Sarkozy a même été à ses funérailles. Billy, troisième livre que tu recommandes à nos téléspectatrices et téléspectateurs? Voilà. Et le troisième livre, c'est un tout petit texte de Jennifer Tremblay. C'est un livre que j'ai découvert lors des rencontres québécoises à Port-au-Prince. Et un tout petit texte, très bien écrit, ça s'appelle « La liste ».
Et ce livre... Elle est après- canadienne, Jennifer Tremblay? Oui, elle est québécoise. Elle est québécoise. Ouais. Et le livre, ce livre-là m'a appris, la liste, je dois vous dire rapidement, la liste, c'est l'ensemble de vos petites tâches quotidiennes. On a affaire à aller au marché, on a ses enfants à récupérer à l'école, etc. Mais entre toutes ces petites tâches que nous accomplissons chaque jour, quelle est la place donnons-nous aux autres? Et quand est-ce que nous nous rendons compte que l'autre n'était pas présent dans notre petite liste, comment il peut être trop tard et comment ça peut être fatal? Et c'est une leçon de ce tout petit texte que je n'arrive jamais à oublier. Et du coup, ce texte aussi devient capital. Voilà, la liste, Jennifer Tremblay. C'est un livre que vous pouvez trouver dans les bibliothèques municipales, un livre que vous pouvez trouver dans les librairies et qui est fortement recommandé par Jean-Billy Mondésir. Billy, quatrième texte que tu proposes à nos amis pour délivrer vous? Eh bien, il y a le livre de ma mère d'Albert Cohen. Et là, c'est un livre d'ailleurs que j'ai cité dans Il fallait venir un soir. C'est un livre vraiment qui pourra vous questionner, hein, vous questionner sur le rapport que vous entretenez avec votre maman. Et dans la vitesse dans laquelle nous sommes engouffrés ces jours-ci, nous ne pensons pas, assez souvent, nous ne pensons pas à cet être-là qui, lui, va à reculons, qui laisse déjà son avenir derrière lui et qui entreprend déjà son chemin vers l'au-delà, etc. Et nous sommes en plein dans l'avenir, nous planifions notre demain, nous nous marions, nous faisons des enfants, nous prenons des bières Mais il y a toujours cette entité constante dans notre vie qui s'appelle la mère. Et qui peut apparaître un matin. Ouais, cette figure qui est toujours là pour nous garder dans l'équilibre. Eh bien, justement. Mais on l'oublie cette figure, Ouais. et un matin, cette figure apparaît. Tel un lapsus. Et on se dit, mais merde, j'ai raté quelque chose. J'ai raté une partie. Et c'est ce que le livre de ma mère m'a appris. Le livre de ma mère, Albert Cohen, écrivain juif, il faut aussi le dire, qui a beaucoup milité aussi pour le judaïsme, qui a eu un très bon propos sur comment porter ce judaïsme. BHL, qui a fait son nouveau livre, L'esprit du judaïsme, a mobilisé Albert Cohen. Donc Jean-Billy Mondésir vous recommande de lire le livre de ma mère d'Albert Cohen. Cohen, c'est O-H-E-N. Billy, quel est le dernier texte que tu proposerais aux téléspectatrices et téléspectateurs? Eh bien, et là, je vais chez l'écrivain haïtien le plus profond, Dany Laferrière. Le plus profond. Ah oui. Ça va créer des crises, hein, Billy. Ça va créer des polémiques. Que tu dises que Dany soit l'écrivain haïtien le plus profond. Eh bien, justement. Tu prends le risque. Je prends le risque. Et oui, c'est pour lancer ce débat. C'est justement. Dany Laferrière serait-il l'écrivain haïtien le plus profond? Oui. Et lequel des Dany tu proposes? Et là, je propose le livre dans lequel il s'affirme comme aussi l'écrivain haïtien le plus généreux. C'est Journal d'un écrivain en pyjama. C'est son tout dernier livre qui est sorti chez Mémoire d'Encrier. Ce n'est pas son tout dernier. Le tout dernier, c'est... on ne te dira pas tout, mon go. Voilà. Tout ce qu'on ne te dira pas, tout ce qu'on ne te dira pas, mon go. Voilà. Et Journal d'un écrivain en pyjama, Dany Laferrière se livre sur cette technique d'écriture, sur sa vie d'artisan. Voilà. Et je pense que c'est l'écrivain le plus profond, le
l'écrivain haïtien le plus profond parce qu'il a fait un travail, Dany Laferrière, c'est qu'il a pris sur lui toute la complexité du texte littéraire pour nous livrer un texte accessible. Et c'est quelqu'un qui reste à la surface pour nous parler des choses profondes, pour nous parler du profondeur. Et tout le profondeur vient se crisper à la surface que nous photographie Dany Laferrière. Alors qu'à l'inverse, il y a des écrivains qui nous parlent de la surface pendant qu'ils sont juste au fond. Voilà Billy, donc je reprends la liste de recommandations de l'invité de Délivrez-vous qui a eu la mention spéciale du prix des chants pour Il fallait venir un soir. Les romans que Billy vous recommande sont les suivants. Et les chiens se taisaient, qui n'est pas un roman, c'est du théâtre. C'est une pièce de théâtre. Mais très intimiste aussi. Oui, un propos très profond. Hein. Aimé Césaire, Billy vous propose également La Liste, Jennifer Tremblay, écrivaine québécoise. Billy vous propose également Le livre de ma mère. Le livre de ma mère, Albert Cohen, et Recueil d'histoires bibliques et Journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière. Maintenant, Billy, nous allons ensemble visionner une vidéo où une jeune fille qui n'a pas encore 18 ans, elle a lu un livre et elle a tenu à le présenter. Et c'est ça aussi qu'offre cette émission Délivrez-vous. Vous pouvez nous envoyer des vidéos de 3 à 5 minutes où vous présentez des livres que vous avez lus, que vous avez aimés et que vous recommandez à vos amis, aux téléspectatrices et téléspectateurs de Délivrez-vous. Maintenant, Jean-Billy Mondésir, on va regarder Magdalée Brunache qui va nous présenter un roman de Gary Victor qu'elle a lu. Salut, je suis Magdalée Brunache, je suis en retour à l'Institut Georges Moore. La lecture est sans nul doute une de mes plus grandes passions. Pour moi, rien n'est comparable au plaisir de découvrir de nouveaux textes et surtout de partager son expérience. Et parmi les nombreux livres qui m'ont extrêmement plu et qui m'ont marqué, il y a ce texte incroyable de Gary Victor intitulé « Le diable dans un pied à la citronnelle ». J'ai ressenti à la lecture de ce livre un plaisir qui ne s'est jamais démenti. À première vue, ce roman nous paraît comme une belle histoire d'amour, une sorte de conte de fées où la belle finirait avec l'être le plus laid, le plus bête qui soit. Quand Pyrrhus, le porteur de charbon, tombe amoureux de la belle Esmeralda, la princesse des Malouins, il semble condamné à ne pas pouvoir vivre cet amour. Mais on est en Haïti, cette terre magique où toutes les impossibilités peuvent se révéler, faire partie de notre réalité. Grâce à Myrna qui va permettre à Pyrrhus de rentrer en contact avec le diable, la Boubaka, Pyrrhus va pouvoir devenir beau et intelligent en sacrifiant 10 années de sa vie. Il va alors séduire la princesse des Malouins, Esmeralda, et ils vont tomber amoureux. Et bizarrement, quand Esmeralda, par une suite de péripéties, découvre la véritable personnalité de Pyrrhus, elle le voit tel qu'il est, laid et repoussant. Il se produit ce qu'on pourrait appeler la magie de l'amour. Les deux finissent ensemble malgré tout, et c'est comme un happy end, comme on a tendance à les voir dans les contes de fées, tout ça. Mais si on choisit d'aborder l'histoire à travers Myrna, cette petite fille violée au début du roman, c'est une toute autre face qui nous est révélée. Parce que Myrna, elle a été violée par les Malouins parce qu'elle était pauvre, inoffensive pour des puissants tels qu'eux. Alors, ils n'ont pas eu peur de ce que pourrait entreprendre contre eux une petite fille sans le sou. Et Myrna, par la suite, va devenir une grande mambo et elle nourrira pendant toutes ces années cet esprit de vengeance contre les Malouins. Et sa vengeance se réalisera quand elle parviendra à mettre Pyrrhus dans le lit de Esmeralda. C'est comme si elle violait le temple sacré de Blaise Malouin, sa fille qu'il aime. Alors c'est une lutte entre les puissants et les pauvres qui nous est révélée. Et cette fascination qui exerce toujours un peu la puissance
et la fréquente beauté des nantis sur les pauvres. Alors, je vous invite à lire ce roman et à le découvrir à votre manière parce que c'est vrai qu'on finit toujours par tisser un rapport personnel avec le livre qu'on lit. Alors, lisez et surtout, partagez. Là, mesdames et messieurs, on vient de voir ensemble Magdalée Brunage, jeune fille qui vous a recommandé ce roman de Gary Victor, Le diable dans un thé à la citronnelle, qui est vraiment une belle allégorie de l'amour impossible et des efforts qui sont des fois exigés pour arriver à être avec celui qu'on aime, à être avec celle qu'on aime. Billy, elle a bien résumé le roman. Ah, vraiment, elle m'étonne. Et bon, elle ne cesse de m'étonner. Elle a commencé à m'étonner aussi dans les colonnes de Le National. Ouais. Avec, Où elle a commencé à écrire dans une rubrique. Et voici, mesdames et messieurs, vers quoi vous mène la lecture. La lecture vous donne du langage. La lecture vous rend intelligent. Et votre intelligence, c'est un feu qu'il faut toujours charbonner. Jean-Billy Mon Désir, il faut aussi le dire, il y aura une vente signature le 3 décembre, non, pardon, le 3 mars. Le 3 mars à l'hôtel Royal Oasis. Ça commence à 4h et ça finit à 17h. Je vous invite, mesdames et messieurs, à consommer ce roman sans modération aucune. C'est un roman délicieux, dangereux. Jean-Billy Mon Désir, une phrase avant la mort. Je ne mourrai pas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et je vous le dis en vérité, 7 fois 77 fois, n'arrêtez pas de lire, gavez-vous de lecture, lisez en abondance, lisez à profusion. Dans le monde, il doit y avoir des livres et vous.